Bonjour à tous et à toutes, je m'appelle Jennifer Abel et je suis coordonnatrice de la formation pour le réseau Portage. Aujourd'hui, je parle avec vous des terres qui font partie du territoire non cédé des peuples salish du littoral, y compris les territoires des nations Musqueam, Squamish, Stolo et Tsleil-Waututh. Bienvenue à notre premier webinaire de 2021. Sans France Le Mertier remettre votre ouvrage, les défis de la formation en GDR. Au-delà de la stratégie institutionnelle sur la gestion des données de recherche, GDR, des politiques et des directives des organismes subventionnaires et des universités et du soutien aux différents outils proposés, un aspect important de la GDR est la formation des membres de la communauté de la recherche. Jusqu'à présent, et à juste titre, l'ensemble de la formation donnée s'est concentré sur les professionnels de l'information. Le temps est maintenant venu de transmettre nos connaissances au milieu de la recherche, soit les membres du corps professoral, le bassin étudiant et le personnel de service à la recherche. Ce webinaire présentera les différentes avenues utilisées jusqu'à présent au sein de 3 établissements du réseau de l'Université du Québec. Qu'est-ce qui a motivé l'approche choisie et quelles seront les prochaines étapes en matière de formation? Nous aborderons la question du mode de prestation de la formation, de la disponibilité des gens et des moyens pour pallier les difficultés de joindre un auditoire occupé. Avant que nous commençons, il y a quelques renseignements que j'aimerais partager avec vous. Je pense. Oui. Le son de votre micro sera automatiquement mis en sourdine lorsque vous entrez dans la salle de réunion virtuelle. Ce webinaire peut être enregistré et la séance de clavardage peut être archivée à l'intention des personnes qui ne peuvent pas y participer. Nous vous encourageons à utiliser la dernière version de Zoom afin d'avoir accès à toutes les fonctionnalités. Veuillez utiliser la fonction de clavardage si vous éprouvez des difficultés techniques ou si vous avez des ressources supplémentaires à partager. Veuillez utiliser la fonction de questions et réponses, Q&A, pour poser des questions au présentateur. On répondra aux questions à la fin. Vous pouvez aussi lever la main, fonction Raise Hand, si vous voulez poser une question. Les questions peuvent être posées en français ou en anglais. Vous trouverez le code de conduite dans son intégralité sur le site, sur votre écran et aussi dans le clavardage. L'ABRC s'engage à offrir un environnement accueillant, sécuritaire et exempt de harcèlement pour son personnel, ses membres, ses comités et ses groupes de travail, ainsi que pour les participants, les conférenciers et les organisateurs de ces réunions, de ces événements. Aucune forme de harcèlement ne sera tolérée. Et maintenant, notre conférencier aujourd'hui est Jonathan Dory, agent de recherche, gestion des données de recherche pour l'École nationale d'administration publique, l'Institut national de la recherche scientifique et l'Université TELUC à Montréal. Il détient une maîtrise et un doctorat en sciences de l'information de l'Université McGill, en plus d'être traducteur agréé. Il participe au groupe d'experts du réseau Portage sur la préservation et sur la planification de la gestion de la recherche et au sous-comité pour la préservation du groupe de travail sur la gestion des données de recherche du BCI. Il est trésorier sortant de l'Association des archivistes du Canada. Et maintenant, Jonathan, le micro est à vous. Merci beaucoup, Jennifer. Juste avant de commencer, je vois que Youssef, vous avez une question, ou du moins vous avez votre main levée. Je ne sais pas si c'est une question. Si oui, vous pouvez soit nous écrire, ou je ne sais pas si les micros sont activés en ce moment. Je vais commencer à partager mon écran. OK. Je vois que les mains sont descendues. Alors, voici. Alors, bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Jonathan Doré. Je suis agent de recherche en gestion des données de recherche. Si vous ne me connaissez pas, la raison des 3 universités, c'est que j'ai un poste qui est partagé entre l'INRS, l'ENAP et TELUC, 3 universités du réseau d'Université du Québec. Mon poste, physiquement, il est à l'INRS.
à Montréal. Donc, c'est évidemment l'Université TELUX, une université en ligne qui a des bureaux à Montréal et Québec. Et l'INRS et l'ENAP ont aussi des bureaux à Montréal, Québec, en plus de Gatineau pour l'ENAP et Laval et Varennes dans le cas de l'INRS. Juste avant de commencer, aujourd'hui, je vous parle de Montréal, donc qui est un territoire traditionnel de la nation Kanien'kehá:ka, la nation Mohawk. Montréal est une région qui a toujours été située à la confluence de différents peuples, de différentes nations, cultures et langues. Et on espère que ça continuera à l'avenir. Je vous invite aussi à vous informer un peu sur les peuples autochtones de votre propre région, plutôt que de toutes les nommer. Pendant la présentation, comme on l'a dit tout à l'heure, si vous avez des questions, je vous invite à utiliser l'option questions-réponses qui est en bas. Je vais y répondre à la toute fin. On a une équipe en ce moment qui va être capable de répondre aux problèmes si vous en avez pendant la fonction clavardage. Et je vous invite à partager des liens si vous en avez. Au niveau de la présentation aujourd'hui, je vais parler des différents modes de formation que j'ai utilisés jusqu'à présent. Je tiens à préciser que je ne suis pas un expert de la formation. Je suis agent de recherche. J'ai déjà enseigné, j'ai déjà été chargé de cours. Pour ce qui est de donner de la formation, que ce soit en personne ou en ligne, c'est un tout petit peu différent. Donc, ce que je partage aujourd'hui, c'est mon expérience. Ce n'est pas la seule. Ce que je fais n'est pas parfait. On est tous là pour apprendre, mais les différents modes que j'ai utilisés jusqu'à présent, c'est la formation de type webinaire, comme on le fait aujourd'hui, présentation dans le cadre d'un cours que j'ai fait cet automne, différents guides de formation qui ont été créés jusqu'à présent et beaucoup d'autres vont suivre, ainsi qu'une présentation à l'Assemblée professorale qui va se faire dans quelques semaines, et ça, c'est l'Assemblée professorale à l'ENAP. Je vais ensuite aborder les différentes justifications, avantages et difficultés, vous parler un tout petit peu des prochaines étapes et je vais essayer de garder le plus de temps possible pour les questions et les discussions à la toute fin si vous en avez, donc n'hésitez pas. Avant de commencer, ce que je vais vous demander de faire, vous avez différentes options. J'ai deux questions pour un peu savoir qui vous êtes. Donc, vous avez soit quelques options. Si vous avez un téléphone intelligent, vous pouvez scanner le code QR à l'écran. Sinon, vous pouvez aller sur menti.com et rentrer le code que vous voyez ici, donc 28 65 95 4. Et dans la fonction de chat, je vais aller copier un lien direct. Donc, vous pouvez directement aller cliquer sur le lien. Enfin, vous avez trois façons de le faire. Et je vais partager... Enfin, je dis ça. Je vais essayer je vais vous donner les résultats de vive voix parce que cette application-là n'est pas connectée sur mon laptop sur lequel je présente. Dans les présentations que je vais envoyer à la fin, donc vous allez avoir l'ensemble de la présentation en PowerPoint, vous aurez le graphique des réponses. Donc, la première question, c'est « Avez-vous déjà donné de la formation en gestion des données de recherche? » Oui, en personne. Dans la dernière année, probablement pas. Oui, en ligne. Oui, les deux, ou un ou l'autre, en fait. Et non. On est actuellement, je pense, près de 77 quand j'ai regardé tout à l'heure. On est 86 participants en ce moment. Je vois qu'il y a une cinquantaine de personnes, 52 en ce moment qui ont répondu. Je vais vous laisser encore quelques minutes. Il y a une question qui va suivre par après. Donc, avez-vous déjà donné de la formation en personne ou en ligne, ou les deux, ou si vous n'en avez jamais donné? Jusqu'à présent, sur les 59 personnes qui ont répondu, 51 personnes, donc la très vaste majorité, n'ont jamais donné de formation en gestion des données de recherche. 2 personnes l'ont fait en personne, 3 l'ont fait en ligne et 4 l'ont fait des deux modes, donc en personne ou en ligne. Ce que je vais faire maintenant, je vais juste passer à l'autre diapositive, donc nuage de mots cette fois-ci. Je vais faire la même chose, donc je vais vous donner un petit résumé en ce moment parce que je ne peux pas partager mon écran sur un autre ordinateur, mais je vais vous partager les résultats là, avec les diapositives. Donc, quelles sont les difficultés liées à l'offre de formation en gestion des données de recherche pour l'ensemble de la communauté? Ça peut être des difficultés qui sont liées à différents aspects, soit d'organiser, de donner de la formation ou de bien comprendre les besoins. Si vous retournez sur le même lien, vous devriez avoir cet autre
possibilités. Donc, avant d'en parler, je vais vous laisser rentrer les mots pour ne pas vous influencer, mais je vois qu'il y a déjà des tendances qui se dessinent. Donc, encore là, on est rendu à près de 25, 26, 27 personnes. Puis là, je pense que vous êtes tous assez grands et grandes pour ne pas vous laisser influencer. Mais jusqu'à présent, les principaux thèmes qui reviennent, l'expertise, la complexité, la diversité, les besoins. Ça, c'est parce que j'ai mentionné le mot besoin tout à l'heure, les questions de vocabulaire, les intérêts des chercheurs. Et là, le nuage de mots est en train d'exploser. Il y a beaucoup de réponses qui ont été nommées probablement par une ou deux personnes. Comme je vous disais tout à l'heure, je vais partager les résultats après, là, quand vous allez avoir les présentations. Je vais vous laisser continuer de rentrer si vous n'avez pas terminé. Je vais poursuivre la présentation parce que vous allez voir qu'on touche à un certain nombre de ces aspects-là dans la présentation d'aujourd'hui, puis on pourra toujours y revenir en question à la fin. Donc, les différents modes de formation qui existent. Bon, la formation webinaire, comme je disais au début, je ne suis pas un expert de la formation, je ne suis pas non plus technopédagogue. Par contre, la formation webinaire, c'est la formation qu'on a le plus utilisée dans les derniers mois, dans à peu près toutes les sphères de notre vie professionnelle. C'est un format qui est pratique pour la formation. C'est un format qui est très adapté quand on a une formation, donc il y a une personne qui parle, une ou deux personnes qui parlent et qui s'adressent à un public. C'est plus difficile quand on veut susciter des discussions, par contre. C'est extrêmement complexe d'avoir une réunion où il y a plus que 4 ou 5 personnes qui parlent en même temps, ça devient un peu cacophonique. Donc, pour la formation, ça va, pour les discussions, un petit peu moins. Donc, il y a d'autres façons qu'on peut pallier à ce problème-là. Il faut aussi être capable de trouver un équilibre entre un auditoire qui est en direct et un auditoire qui est en différé. Donc, comme aujourd'hui, le webinaire est enregistré, il y a des gens qui sont ici, là, vous êtes plus de 80 actuellement, qui sont en train d'assister à la formation. Il y aura probablement des gens qui vont regarder la formation par la suite. Cet équilibre-là est un petit peu difficile à atteindre. Il y a des questions d'organisation d'horaire. Il y a des gens qui peuvent se libérer pour assister à la formation aujourd'hui à 13 heures. Il y a des gens qui ne peuvent pas. L'équilibre doit aussi être atteint, à savoir si on annonce que la formation va être enregistrée, est-ce que ça encourage les gens à ne pas assister à la formation en direct? Donc, il y a toutes ces questions-là. C'est un problème qui peut être problématique quand on a des gens qui sont très occupés, qui ont des horaires très complexes, notamment les professeurs qui sont, de façon générale, le public cible par excellence quand on parle de gestion de données de recherche. Il y a l'utilisation de diverses fonctions d'interaction. Zoom nous permet des fonctions d'interaction très limitées. Il y a la fonction de chat, la fonction de questions-réponses. Il y a d'autres plateformes qui existent. Je n'en ai pas vraiment utilisé pour donner de la formation. Je sais qu'il y a WebEx qui existe, il y a ViaConnect, il y a Teams aussi qui permet certaines autres fonctions. Donc, chaque plateforme a des fonctions différentes. Et comme on est tous et toutes un peu en train de le voir, on est un peu en train d'atteindre un point de saturation avec les différents logiciels, les différents profils, les différents mots de passe et tout. Donc, c'est aussi un élément à se rappeler. Est-ce qu'on peut choisir tous et toutes la même plateforme au sein d'une institution là, pour offrir de la formation? Les questions d'enregistrement et de partage de documents. Un fichier de webinaire enregistré, c'est un fichier qui est assez volumineux. Donc, le partager devient difficile. Le placer sur une plateforme comme YouTube, Vimeo ou une plateforme à l'interne, c'est probablement la façon la plus simple de donner accès au fichier. Le partage des documents peut aussi être un petit peu complexe, encore là, parce que soit on envoie les documents avant ou après, selon. Je préfère les envoyer après parce que j'ajoute des trucs un peu comme je vais le faire aujourd'hui avec les graphiques des deux questions que je vous ai posées. Donc, vous les aurez ensuite. L'image que vous voyez ici, c'est une capture d'écran que j'ai faite sur le LibGuides de GDR à l'INRS. On a un onglet formation, formation que j'ai donnée en juillet cet été.
où on voit le vidéo et j'ai été capable de faire une intégration directe de la vidéo à même LibGuides à partir de YouTube. C'est un fichier où, pour diverses raisons pour lesquelles je ne rentrerai pas dans les détails aujourd'hui, j'ai choisi d'y aller avec une présentation en français et il y a les sous-titres en français et en anglais. J'ai aussi produit un fichier de transcription en français et en anglais à partir des sous-titres. Et il y a les diapositives. Donc, ça fait quand même beaucoup de matériel connexe à une seule vidéo qui durait une trentaine de minutes. Si vous avez déjà fait de la transcription d'entrevue, vous savez que la transcription, c'est long. YouTube a une fonction intéressante de sous-titres qui nous permet d'y aller un peu plus vite, même si ce n'est pas parfait. Donc, la fonction webinaire nous permet différentes fonctions comme ça. Évidemment, une formation webinaire live ne permettra pas nécessairement, du moins pas automatiquement, d'y aller avec des sous-titres ou une aide pour les gens qui ont besoin d'accessibilité. Il y a d'autres façons, par contre. Zoom, entre autres, permet d'avoir des interprètes et permet d'avoir une transcription, donc la création de sous-titres en temps réel. En octobre dernier, j'ai donné une présentation dans un cours à l'INRS, qui est un cours qui s'appelle Communication et éthique. C'est un cours qui s'adresse aux étudiants de deuxième et troisième cycle en début de parcours, donc ils viennent de commencer leur cheminement scolaire, leur cheminement de recherche. J'ai donné une présentation sur la gestion des données de recherche qui dure environ 90 minutes. Donc, cette présentation-là, évidemment, ça s'adressait à des étudiants. Je savais pertinemment bien que la très vaste majorité des étudiants et étudiantes n'avaient jamais entendu parler de gestion de données de recherche. J'ai quand même tenu à faire partie de ce cours-là pour, dès le début du parcours, commencer à semer l'idée que la gestion des données de recherche, c'est quelque chose qu'on doit planifier dès le départ. Donc, le cours qui a été justement une introduction à la GDR, je l'ai fait via les grandes sections du plan de gestion de données. Donc, plutôt que de parler de gestion de données de recherche de façon abstraite ou encore d'y aller avec des exigences d'organismes subventionnaires qui ne s'appliquent pas, ou du moins pas qu'on le pense, aux étudiants, je suis allé avec les grandes sections du plan de gestion de données. Donc, un cours qui a présenté les grandes sections, certains conseils sur quoi éviter, quoi prévoir quand on pense un projet de recherche à long terme. Certains étudiants aussi avaient un profil professionnel, donc n'étaient pas à la maîtrise de recherche, mais plutôt à la maîtrise professionnelle, et m'ont demandé comment on faisait un plan de gestion de données. Je leur ai demandé de réfléchir à une expérience pratique qu'ils avaient eue et comment justement les questions de préservation, de partage de données se sont présentées. Et la très vaste majorité, en fait, tous les étudiants ont produit quelque chose de quand même très bon. Le travail qui était à rendre, c'était justement un micro-plan de gestion de données. J'ai insisté seulement sur les 3 premières sections du plan de gestion de données, donc la section de description, évidemment, la section de documentation, la section de structuration et métadonnées, la section de préservation. Le travail devait être à rendre avec des réponses très courtes, très concises, en sachant encore là que les étudiants sont en début de parcours, ils n'ont pas nécessairement accès à toute l'information pour répondre à ça. D'autres cours pertinents où on aurait pu faire un exercice de la sorte, c'est tout cours d'introduction à la recherche, un cours de méthode de recherche, particulièrement en début de parcours. À l'INRS et à l'ENAP, on est 2 universités à cycle supérieur uniquement. J'ai fait une présentation aussi à la TELUC qui était sous forme webinaire et là, j'ai eu beaucoup plus d'étudiants de premier cycle qui ont quand même été capables d'aller chercher certains éléments. Mais à l'intérieur d'un cours, si on cible les étudiants de deuxième et troisième cycle, donc des gens qui sont appelés à faire de la recherche, on a aussi une belle porte d'entrée vers les futurs chercheurs et chercheuses, mais aussi vers les professeurs qui donnent le cours. Différents guides de formation, bon, il y en existe tout plein. Là, je vous donne un exemple qui est le guide de gestion des données de recherche de l'ENAP. Celui de l'INRS est en tout point conforme pareil, sauf l'onglet formation, parce que les formations ne sont pas tout à fait les mêmes, et la couleur. Et à l'Université TELUC, la feuille de style est différente, mais encore là, le contenu est le même. Donc, je suis la même personne qui fait les trois universités. Donc, au niveau de la gestion du contenu, le contenu est le même, l'habillage est un peu différent. Le guide sur la gestion des données de recherche, je l'ai segmenté en différentes sections et ça provient d'exercices qui avaient déjà été faits à la TELUC. Donc, une section d'introduction sur ce que c'est la gestion des données de recherche dans les grandes lignes. Je parle sur la page d'accueil du cycle de gestion des données. Les attentes des organismes subventionnaires, qui est probablement la section la moins étoffée parce que, bon, on le sait, je ne reviendrai pas sur ce sujet-là. Une section sur le plan de gestion de données. J'explique les différentes sections.
Ce qui me restera à faire, ce sera d'aller ajouter de l'information sur où trouver réponse à ces différentes questions-là. Un chercheur ou une chercheuse qui ne sait pas, par exemple, à qui s'adresser pour avoir de l'espace de stockage supplémentaire, bien, il y a un contact au sein de chacune des universités. Donc, il y a une section sur le plan de gestion de données, une section sur la protection de l'information confidentielle, qui va encore là s'articuler un tout petit peu différemment d'une université à l'autre. À l'INRS, entre autres, on fait au Centre Armand-Frappier, il y a des essais cliniques qui se font ou de la recherche plus clinique qui se fait. Donc, la protection des renseignements personnels va au-delà de ne pas recueillir, je sais que c'est pas que ça, là, mais de ne pas recueillir le nom de participants à des entrevues qualitatives, par exemple. Une section sur les métadonnées, une section sur la conservation et la préservation. Et dans chacune de ces sections-là, donne différents conseils qui sont encore des conseils de base pour le moment. Une section sur le dépôt de données, où on va trouver de l'information sur comment, entre autres, déposer dans Dataverse. Et un onglet formation que j'ai rajouté depuis l'été, où là, je vais faire un lien vers les différentes formations qui ont été enregistrées, qui sont disponibles à la communauté. Autre type de guide de formation, vous en avez vu, et beaucoup d'universités en ont déjà, un tout petit guide de 2 pages, il n'y a qu'une page ici, sur comment déposer les données dans Dataverse, ici celui de TELUC. Il y a des procédures légèrement, des détails légèrement différents d'une université à l'autre, donc j'ai produit les 3 guides qui ont tous le même format. Mais un petit aide-mémoire pour la communauté de la recherche quand on fait un dépôt de données une fois aux 3 ou 4 ou 6 mois ou une fois par année, par exemple. On ne se souvient pas nécessairement de comment cliquer ou quoi cliquer où et ainsi de suite. Et de toute façon, moi, je suis toujours là pour appuyer la communauté quand il y a des dépôts de données qui sont faits. Donc, un guide de formation qui peut se faire sous forme de guide, donc par exemple un guide plus complet dans LibGuides ou différents guides plus ponctuels sur certains outils. Autre forme de préservation à l'Assemblée professorale, c'est une occasion qui est unique, qui est très courte, qui est unique. J'ai eu la chance d'obtenir une invitation à l'Assemblée des professeurs à l'ENAP. C'est prévu pour le 21 janvier. On me donne de 30 à 35 minutes, donc je vais quand même faire une présentation très ciblée pendant une vingtaine de minutes sur ce qu'on sait des exigences, ce que moi je suis en mesure d'offrir, les différents outils qui sont à la disponibilité des professeurs à l'ENAP et laisser encore là une période de questions pour répondre aux préoccupations des gens. L'Assemblée professorale, c'est si on y a accès, je dis bien si on y a accès, c'est une occasion qui est privilégiée. On a l'occasion d'avoir devant nous une majorité de professeurs. C'est extrêmement difficile, voire impossible de retrouver ou de rejoindre autant de professeurs au même endroit en même temps. C'est quelque chose qui nous permet justement de rejoindre facilement et rapidement avec des astérisques le corps professoral. Par contre, évidemment, dans certaines universités, dans certains départements, dans certaines facultés, il peut être extrêmement difficile, voire carrément impossible pour vous de présenter dans ces assemblées-là. Il y a certaines assemblées professorales où ce ne sont que les professeurs et ils règlent leurs problèmes de professeurs, entre guillemets, en vase clos. À d'autres endroits, on peut faire des présentations. Il y a des bibliothécaires qui sont invités, des gens des services de la recherche ou de d'autres services qui peuvent présenter. Donc, demandez-le. Le pire qu'on va vous dire, c'est non. Donc, c'est quelque chose à garder en tête. Gardez aussi en tête que l'agenda ou l'ordre du jour de ces réunions-là souvent est dicté des mois à l'avance. Donc, ça peut être un petit peu difficile d'obtenir sa clé pour rentrer à l'Assemblée et on va évidemment vous donner un temps limité. Quand vous aurez terminé votre présentation, évidemment, on va vous demander de quitter, ce qui est tout à fait normal. Donc, si jamais vous voulez savoir comment ça se passe pour moi, écrivez-moi après le 21 janvier, je pourrai partager ça. Différentes justifications, avantages et difficultés, j'ai mis ça un peu pêle-mêle. Un point à considérer, ça on le vit tous, là, les contraintes d'horaire. Oui, on est tous en télétravail, donc évidemment, on a tout le temps du monde pour faire n'importe quoi, ce qui n'est absolument pas vrai. On a tous des contraintes d'horaire. Donc, organiser un webinaire ou un événement à une date fixe, ça peut devenir difficile. Et à ce moment-là, on va avoir besoin de différents modes de communication, que ce soit pour annoncer l'événement ou que ce soit pour avoir différents événements pour être capable de rejoindre notre public cible. Cibler les professeurs, c'est extrêmement important. Moi, j'insiste aussi pour cibler aussi
le bassin étudiant. C'est une porte d'entrée de deux façons. Ce sont, dans certains cas, de futurs chercheurs et chercheuses. Donc, c'est des gens qui sont en quête de formation, qui sont intéressés, qui veulent savoir comment bien faire le plus tôt possible en termes de gestion des données de recherche, même si ils n'en avaient jamais nécessairement entendu parler. On en fait tous de la gestion de données de recherche, on fait tous de la gestion de documentaire, en fait. Donc, il y a beaucoup de points, quand je m'adresse aux étudiants, qui vont rejoindre des principes de base de gestion documentaire qui aident la gestion des données de recherche. En ciblant les professeurs, on a aussi souvent une porte d'accès. En ciblant, pardon, les étudiants, on a souvent une porte d'accès aux professeurs qui donnent le cours. Si ce sont des étudiants qui sont en rédaction de mémoire ou de thèse, on va avoir aussi accès au directeur ou à la directrice de thèse. À l'INRS, on a fait un dépôt de données d'un ancien étudiant de maîtrise et le dépôt des données du mémoire de maîtrise est rattaché au professeur. Donc, j'ai une porte d'entrée vers le professeur et donc vers l'équipe de recherche qui ont maintenant un sous-dataverse dans l'espace INRS. La question des inscriptions et des désistements, je pense qu'on a encore, et même moi, là, je suis le premier, là, on a encore des réflexes d'inscription en personne et on va fixer des limites sur le nombre d'inscriptions qu'on peut recevoir. Quand on est en mode virtuel, à moins évidemment qu'on ait une limite du nombre de personnes qui peuvent se connecter en même temps, donner une formation à 10 personnes ou à 150 personnes, s'il n'y a qu'une personne qui parle, c'est un petit peu la même chose. Donc, réfléchissez à ça, réfléchissez aux limites de l'outil que vous utilisez et aussi à votre capacité à répondre aux questions éventuellement d'un nombre de personnes plus grand. Et pensez aussi au désistement. Là. Très souvent, on a un grand nombre d'inscrits. Il y a beaucoup de gens qui ne se présentent pas. Donc, par exemple, aujourd'hui, on avait une centaine d'inscriptions et il y a actuellement 82 personnes. Donc, vraiment, je vous félicite parce que c'est assez rare qu'on a autant de gens qui se sont inscrits et qui se présentent. Donc, merci beaucoup à vous tous. Les questions d'accessibilité aussi, qui est un exercice que j'ai fait pour la formation que j'ai donnée en juillet. Donc, la question d'accessibilité virtuelle versus présentielle. Donc, oui, les présentations en mode virtuel permettent d'aller chercher un groupe de gens qui ne peuvent pas ou qui ne veulent pas se déplacer pour assister à votre présentation. Donc, on ouvre la porte à beaucoup de gens. Une situation qu'on a vécue au congrès annuel de l'Assemblée des archivistes du Canada. En juin dernier, on a eu beaucoup de gens qui nous ont dit que comme le congrès était virtuel, que ça leur a ouvert la possibilité d'assister à un congrès, chose qu'ils ne peuvent pas faire normalement. Par contre, en présentiel, on a aussi un contact beaucoup plus direct avec les gens. Donc, en termes d'accessibilité, ça peut être plus facile, par exemple, pour quelqu'un qui a une difficulté au niveau de la perception de l'ouïe, peut-être de lire sur les lèvres de la personne quand on s'assoit près, ce qui est un petit peu plus difficile à l'écran. L'accessibilité nous offre des possibilités en virtuel aussi qu'on n'a pas en présentiel. La vidéo dont je vous parlais tout à l'heure qui est sur YouTube, j'ai pu créer des sous-titres. Et je l'ai fait en fait en deux temps. La première chose, c'est d'activer la fonction. Quand on fait un dépôt de vidéo dans YouTube, on peut aller activer la création automatique de sous-titres. Ça donne un peu n'importe quoi. J'ai été, je dois dire, agréablement surpris parce que je m'attendais à vraiment du gros n'importe quoi, donc ça a été correct. Il y a évidemment tout un travail de correction à faire au niveau du français, donc la présentation, je l'avais fait en français et les sous-titres générés automatiquement en français ont demandé un travail de correction. À partir de ce fichier-là, je l'ai traduit vers l'anglais pour avoir des sous-titres en anglais. Je pensais à tort que faire de cette façon-là permettrait d'aller rejoindre des étudiants anglophones plus facilement, mais ce n'est pas nécessairement plus rapide que de refaire la même formation en anglais. Donc, si vous voulez mettre des sous-titres, sachez que vous pouvez les générer automatiquement. Par contre, vous allez devoir repasser en arrière. Et l'interface pour travailler dans ça est très simple. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. À partir du fichier de sous-titres, qui est un fichier généré avec des différentes périodes de temps, j'ai pu générer un fichier de transcription. Donc, les gens peuvent suivre l'intégralité du texte à partir du fichier de transcription qui a été créé à partir des sous-titres.
Le volume de documents connexes aussi est important. Donc, le temps, si vous voulez choisir cette option-là, donner la formation, bien, il y a un travail de préparation, il y a le temps nécessaire à donner la formation. Si vous voulez faire des sous-titres, il y a le temps nécessaire à la traduction, si vous le faites vous-même ou si vous demandez à quelqu'un d'autre, mais aussi la transcription. Et dans certains cas, au niveau des PDF, des fois, les liens que l'on met cliquables à l'intérieur de PDF ne sont pas accessibles à certaines personnes. Donc, dans le cas de cette formation-là, j'ai été mettre les liens sous la vidéo pour que les gens puissent accéder aux liens directement à partir du fichier de description et non pas en allant chercher nécessairement le PDF. Donc, il y a beaucoup de documents connexes qu'on peut créer comme ça. On peut en faire moins, on peut en faire plus. On peut aller chercher des liens connexes aussi ou du matériel connexe au contenu de la vidéo. Mais tout ça pour dire qu'on est toujours dépendant aux outils. YouTube permet facilement de faire des sous-titres. J'ai donné une formation qui a été enregistrée à la fois à la TELUC et à l'ENAP. Dans le cas de la TELUC, je ne peux même pas la voir parce qu'officiellement, je n'existe pas à la TELUC, donc je n'ai pas accès au contenu vidéo que j'ai enregistré. À l'ENAP, oui, mais c'est une autre plateforme. Donc, les possibilités sont encore là un petit peu différentes. Donc, d'un outil à l'autre, vous allez avoir des fonctionnalités et on est toujours dépendant de ce qu'ils offrent. C'est toujours un outil de plus à aller chercher. L'interaction avec l'auditoire est aussi un petit peu difficile en format webinaire comme ça. Déjà, moi, pour voir mon écran, j'ai caché même les vidéos. Donc, je ne vous vois pas, je ne vous entends pas. Je parle à mon écran. Donc, l'interaction est un petit peu difficile. Les fonctions de chat, quand on présente, c'est un petit peu difficile à gérer, mais on peut y aller avec d'autres façons. Un outil comme ce que j'ai montré tout à l'heure, menti.com, qui est un outil qui est en anglais, mais on peut mettre les questions en français. Ça permet aussi d'aller chercher un autre type d'interaction. Zoom permet aussi d'aller chercher certains sondages. Au niveau des prochaines étapes, et puis je vais m'arrêter ici après, je commence à regarder, à élaborer une programmation pour différents types de présentations, notamment sur Dataverse et l'assistant PGD. La version 2.0 de l'assistant PGD devrait sortir d'ici quelques semaines. Donc, on va avoir à l'interne à produire du matériel de formation pour aider les chercheurs et chercheuses à utiliser l'assistant PGD. Pour Dataverse, c'est déjà entamé. Je vais faire une introduction officielle, une courte présentation officielle bientôt dans les 3 universités. Continuer d'offrir des présentations dans le cadre des cours, une expérience qui a été très positive dans le cours que j'ai fait cet automne et je vais essayer de pousser un peu plus pour que dès cet automne, je puisse varier un peu plus les différentes clientèles. Le cours dans lequel j'ai présenté, c'est un cours qui est offert dans un des 4 centres à l'INRS. Donc, les 3 autres centres n'ont pas eu accès à cette présentation-là. Il y aura aussi la création de matériel d'aide via le Carrefour de gestion de données de la recherche. Le Carrefour, c'est un projet séparé que j'ai actuellement qui est financé dans le cadre d'une subvention de connexion du CRSH. Pour faciliter le partage de matériel pédagogique entre les 3 universités, on va créer une plateforme qui sera publique et donc accessible à tout le monde, dans lequel il y aura des courtes vidéos, des courts guides qui vont toucher à certains aspects, notamment du plan de gestion de données, des différentes sections du PGD, des conseils pour, par exemple, la préservation ou les formats ou certains choix qu'on pourrait faire. Dans un premier temps, on le fait entre les 3 universités. Éventuellement, il sera complètement ouvert à tout le monde. Donc, si jamais vous voulez éventuellement partager votre matériel interne sur cette plateforme-là, je pense que ce sera ouvert. Évidemment, c'est moi qui est en charge en ce moment, donc je vais vous dire oui. Si jamais il y a quelqu'un d'autre éventuellement, ça changera peut-être, mais je ne penserai pas. Donc, je vais m'arrêter ici. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Je vais ouvrir la question encore là. Je vais laisser le plus de temps possible pour des questions et discussions. Vous pouvez le faire de 2 façons, soit en utilisant, non pas la fonction de clavardage comme j'ai marqué, mais la fonction question-réponse. Je vais aller jeter un coup d'œil à ce qui se passe là dans un instant. Vous pouvez aussi lever votre main et poser votre question de vive voix et il y a quelqu'un qui va activer votre micro. Si vous voulez me rejoindre, vous pouvez me rejoindre par courriel jonathan.doré avec un Y, @cnrs.ca. Donc, je vous remercie beaucoup. Je vais juste arrêter de partager mon écran ici. Merci mille fois, Jonathan. Je vois que nous avons des questions dans le Q&A. La première question
Avez-vous donné une formation au comité d'éthique? Non, je n'ai pas donné de formation directement au comité d'éthique, mais c'est une demande. Ce que je suis en train de réfléchir, c'est un peu comment ça va se faire parce que dans les 3 universités, donc à la TELUC, à l'ENAP et à l'INRS, les comités d'éthique, comme un peu partout, sont restreints, mais le personnel est aussi restreint, ce qui fait que d'essayer de prévoir une formation pour un comité d'éthique quand le personnel est déjà restreint, ça les empêche d'aller faire autre chose. Mais oui, on essaie de voir actuellement comment ça va se faire si on passe par la personne qui est responsable du comité d'éthique, si on parle par le président ou la présidente du comité d'éthique, si on le fait en groupe et ainsi de suite. Il y a du matériel qui a été produit par Portage au cours des quelques derniers mois pour justement modifier ou adapter les formulaires de consentement aux questions d'éthique. Ça, je l'ai transféré au comité d'éthique des 3 universités. Ça fait partie de mes plans d'aller présenter au comité d'éthique et aussi au service à la recherche, parce que le service à la recherche, c'est la première ligne. C'est souvent la première, les gens qui vont regarder la demande de subvention, outre le professeur qui dépose. C'est souvent cette personne-là au service à la recherche qui va voir les questions de demande de subvention, mais aussi les questions d'éthique, les questions de gestion de données de recherche, les questions d'équité, diversité et inclusion. Et on est en train de mettre en place des processus pour justement que je puisse répondre aux questions quand ces gens-là ne sont pas capables de le faire. Donc, j'espère que ça répond à votre question. Et ça s'en vient, je ne l'ai pas fait encore. Oui, merci. Christine Brodeur demande comment faire pour attirer les gens à suivre des formations de type optionnel. Merci beaucoup, Christine, pour cette question-là. Je n'ai pas de réponse, je ne le sais pas. S'il y a des gens ici qui ont des conseils, allez-y. Ce que j'ai utilisé pour les formations de type optionnel, c'est justement ce que c'est optionnel. J'essaie de laisser le plus de traces possible. Donc, quand c'est possible, j'enregistre. Pour les webinaires, les formations publiques, je les enregistre, j'essaie de les mettre disponibles, j'essaie de les communiquer. Maintenant, on sait tous qu'on est inondé de courriels actuellement, donc ça devient difficile de rejoindre les gens. On ne peut même pas y aller avec la bonne vieille, le bon vieux poster sur le mur dans le couloir parce qu'il n'y a personne qui est dans le couloir, ou même les dépliants dans les pigeonniers des professeurs. Donc, c'est difficile. Personnellement, je recommande de varier les modes. Si on est capable d'organiser un événement et de donner accès à cet événement-là par la suite, on va être, j'espère, capable de rejoindre le plus de gens possible. Le bouche à oreille fonctionne beaucoup. J'ai eu des gens qui m'ont demandé est-ce que la formation va être redonnée. Une formation que j'ai donnée à la TELUC qui avait été tellement populaire qu'on a atteint notre limite qu'on pouvait accepter. Et donc, j'ai redonné la formation 2 semaines plus tard. Donc, c'est une autre façon. La plupart des formations que je prépare, d'ailleurs, c'est des formations que je prévois être périodiques. Donc, je vais les redonner à différents moments pendant l'année, pendant les sessions. Donc, c'est une autre façon, je pense, d'aller chercher des gens. Mais encore là, si d'autres personnes ici ont des suggestions, n'hésitez pas. Je vois qu'il y a eu beaucoup de merci. Je vous remercie aussi beaucoup de votre attention. Donc, on ne tasse pas vos commentaires, je les ai vus. Une question de Félix. De Félix, oui, je vais le lire pour le public. Je m'intéresse à entendre les professeurs avec des formations sur la GDR, mais ça m'apparaît une clientèle difficile. Y a-t-il des formats de formation présentiels versus guide web, etc., que tu recommandes plutôt que d'autres? C'est une discussion qu'on a eue beaucoup, Félix et moi. Félix est bibliothécaire à l'ENAP. On a eu beaucoup de ce genre de discussion-là. C'est un enjeu. Évidemment, le présentiel en ce moment ne fonctionne pas. La réalité à l'INRS, à l'ENAP et à la TELUC,
même avant la pandémie, c'est qu'on a des corps professoraux qui sont très éclatés. À l'INRS, on a 400 dans 4 villes différentes au Québec. À l'ENAP, ils sont situés dans, il y a trois campus principaux. Il y a des campus satellites dans d'autres villes, notamment à Saguenay et à Trois-Rivières, si je ne me trompe pas. Donc, il y a des professeurs qui sont éclatés un peu partout. Donc, le virtuel a toujours été une composante importante pour répondre à cette question-là. Dans le cadre des professeurs, je pense que ce qui est important, c'est de demeurer accessible quand le besoin se fait sentir. C'est pour ça que je leur communique mon adresse courriel et je leur dis, si vous avez des questions en tout temps, envoyez-moi un courriel. C'est probablement la façon la plus simple de répondre à votre question que d'attendre une formation qui va être peut-être donnée dans 3 semaines à laquelle vous ne pourrez peut-être pas assister de toute façon. Donc, c'est une question qui est difficile. Encore là, j'ai de la difficulté à répondre à la question parce que je n'ai pas de réponse parfaite à la question. Je vais revenir encore à la même réponse que tout à l'heure. On essaie de varier le plus possible les différents modes de communication. À l'ENAP, justement, je suis extrêmement chanceux que je vais pouvoir avoir accès à l'Assemblée des professeurs. J'ai fait la même demande à l'INRS. On va voir comment ça fonctionne parce que c'est à la fois au-dessus et en dessous de nous, là, au niveau de la hiérarchie. Mais c'est une clé d'entrée. Et très souvent, même, les professeurs vont envoyer leur équipe de recherche à ces formations-là. Ils vont envoyer les agents de recherche, le personnel, les étudiants. Très souvent, ce sont ces gens-là qui vont administrer la recherche au quotidien. Dans le cas de présentation, par exemple, des exigences d'organismes subventionnaires, une formation aux professeurs, c'est une formation qui est très adaptée. Donc, il y a différentes façons de procéder. Je vais juste voir, je vois que Catherine a répondu aussi. Peut-être avez-vous des mini pédagogiques virtuels dans le cadre desquels vous pouvez vous intégrer. Effectivement, je pense que se faire connaître, c'est le plus grand enjeu. Parce qu'évidemment, les professeurs ne nous inviteront pas à leurs assemblées départementales s'ils ne savent pas qu'on existe. Donc, s'ils savent qu'on existe et qu'on a quelque chose à offrir qui pourrait être pertinent, oui, ça peut se faire. Dans le cadre du Carrefour, quand je parlais de vidéos tout à l'heure, j'avais une idée à la base qui est en train de changer. On va y aller avec des vidéos très courtes, très ciblées sur des sujets très précis. Donc, plutôt qu'envoyer un professeur regarder une vidéo de 10 minutes sur comment faire de la structuration de données, ce qui ne veut absolument rien dire pour cette personne-là, ça va être quel format choisir, dans quel contexte, et ainsi de suite. Donc, ça va être des sujets beaucoup plus ciblés. Et je pense que pour les professeurs, ça risque d'être plus simple et ça va répondre à des questions directement. Donc, j'espère que ça répond aux questions. Est-ce qu'il y a d'autres questions, commentaires? N'hésitez pas. On a encore une quinzaine de minutes. Vous pouvez lever la main aussi. Oui. Je vais prendre une gorgée de thé. Et aussi, si vous avez plusieurs questions, quand j'envoie les diapositifs et le lien pour le vidéo YouTube, je vais copier Jonathan et vous auriez son courriel. Vous allez avoir mon courriel dans le fichier PowerPoint de toute façon. Je vais juste aller voir ici. Oui. Oui. Nous avons... Donc, une question d'Isabelle Laplante. Merci pour la présentation. Vous semblez dire que la politique fédérale à venir ne s'appliquerait pas aux étudiants. Avez-vous une source pour cela? Je n'ai pas de source. Je l'ai entendu quelque part. Je ne me souviens pas où. Au même titre que la politique fédérale sur le libre accès ne s'applique pas aux étudiants, mais la politique des FRQ sur le libre accès s'applique aux étudiants. Il y aura probablement peut-être des différences entre le fédéral et le provincial. Dans tout ce que j'ai vu jusqu'à présent, les indications qu'on voit, c'est
que les exigences vont s'appliquer aux professeurs et non pas aux étudiants. Ce qui est peut-être un peu logique parce que quand on dépose une demande de subvention, généralement, on est professeur. Il y a beaucoup d'étudiants qui le font. Ils ne sont peut-être pas nécessairement aussi avancés, donc je ne sais pas. Jusqu'à présent, de ce que je crois comprendre, c'est que ça ne s'appliquera pas aux étudiants. Je peux me tromper. Comme pour la politique des FRQ sur le libre accès s'applique aux étudiants alors que la politique fédérale ne s'applique pas aux étudiants. Puis un mot aussi pour les FRQ, jusqu'à présent, on n'a pas eu d'écho, du moins moi je n'en ai pas eu. On n'a pas eu d'écho sur ce qui se passe au FRQ, sur la gestion des données de recherche. Je présume qu'eux aussi attendent le dépôt de la politique fédérale. Donc, Isabelle qui dit « Je pensais au parallèle avec la conduite responsable. » Absolument. La conduite responsable s'applique à tout le monde au sein d'une université. Je pense que les questions de gestion de données de recherche sont importantes. Les éléments de déposer un plan de gestion de données, par contre, je ne suis pas certain qu'on va demander aux étudiants de le faire. Je ne sais pas. Mais effectivement, il y a un lien très, très, très étroit entre la gestion des données de recherche et la conduite responsable. Dans certaines universités, les certificats d'éthique posent des questions très directes sur la gestion des données de recherche, notamment comment on fait pour conserver des documents, comment on s'assure de la confidentialité et tout. Ça touche à la fois l'éthique, la conduite responsable et la gestion des données de recherche. Donc, jusqu'à présent, on n'a pas ces échos-là. Merci beaucoup, Isabelle. Donc, il y a Catherine Leduc qui dit qu'il faut aussi penser que les étudiants sont les futurs professeurs. C'est une façon de les sensibiliser au sujet. Tout à fait. C'est pour ça que je trouve important de les sensibiliser dès le début de leur parcours. Donc, qui justifie un peu ma décision et qui confirme aussi l'idée que j'avais dès le départ que de faire des présentations à ce sujet-là dans les cours pour les étudiants, c'est une façon de les sensibiliser dès le départ. Au même titre qu'ils sont sensibilisés aux éléments d'éthique, de conduite responsable, de publication, de libre accès, c'est un autre élément. Donc oui, tout à fait. Une autre question, pouvez-vous partager votre matériel de formation, par exemple, des présentations PowerPoint? La présentation PowerPoint que j'ai présentée aujourd'hui sera partagée. Jennifer va l'envoyer à toutes les personnes qui étaient inscrites avec le lien pour la vidéo. Si jamais vous voulez voir actuellement ce qui... si vous voulez avoir accès à d'autres matériels, envoyez-moi un courriel. J'allais partager quelque chose, mais ça ne fera pas justice. Donc, si jamais vous avez des questions plus précises, écrivez-moi, puis je pourrai vous l'envoyer. Éventuellement, le matériel dans le cadre du Carrefour sera diffusé de façon publique, donc tout le monde y aura accès. C'est du matériel qui s'adresse au milieu de la recherche, qui vient compléter aussi ce que Portage fait. Donc, je ne reprends pas ce que Portage fait, puis je le réemballe. Ça va être du matériel pour aller un peu plus loin. OK, à ce moment, nous n'avons pas d'autres questions. Votre dernière chance. Dernière chance. Ah! Une question de Victoria. Quel était le sujet? Ah. Non, vas-y, Jennifer, vas-y. OK. Quel était le sujet de votre formation qui a plafonné le nombre de participants? Merci. C'était la mémoire est une faculté qui oublie, surtout moi, je veux aller pour ne pas dire n'importe quoi. C'était ça. C'était un cours d'introduction à la gestion des données de recherche, donc une formation de base sur la gestion des données de recherche, qui était un peu une version condensée de la formation que j'avais faite dans le cadre du cours. Et on avait eu, je pense, en l'espace d'une semaine, 90 inscriptions. Quand on a créé le fichier d'inscription, on l'avait plafonné à 90. C'est une situation où, justement, on a eu 90 inscriptions. On avait une liste d'attente d'une trentaine de personnes.
et il n'y a que la moitié des gens qui se sont présentés. Donc, lors de la formation live, on avait 45 personnes. Donc, quand j'abordais tout à l'heure l'enjeu des inscriptions versus les désistements, c'est une réalité qu'on peut vivre quand on bloque un peu artificiellement des présentations virtuelles et qu'on a des listes d'attente. Donc, ça devient un petit peu difficile. Mais c'était vraiment, c'est ça, une présentation de base. Si vous allez sur le guide de gestion des données de recherche de l'Université TELUC, donc si vous tapez gestion des données de recherche TELUC ou LibGuide TELUC, dans l'onglet Formation, vous allez trouver les diapositives utilisées pour la présentation si jamais ça vous intéresse. Plutôt que de dire ça, je vais aller chercher le lien directement. Donnez-moi un instant. Puis là, je vois qu'il y a une autre question et je vais laisser Jennifer. C'est un commentaire de Claude. À l'UQAC, nous avons actuellement un projet pilote pour intégrer le PGD à la demande éthique. Conférencier participant. Donc, dans la fonction de chat, je viens de partager le lien vers la présentation d'introduction à la gestion de données de recherche. Vous n'aurez pas accès aux vidéos, mais vous allez avoir accès à la présentation. Pour la question, c'est André, je crois. Si ma mémoire est bonne. Claude, pardon. Oui. À l'UQAC, oui, et c'est un projet qui me parle beaucoup. Donc, j'en ai eu des discussions avec Marie-Ève Ruet, qui est à l'UQAC. Donc, c'est, je pense, une excellente façon d'intégrer le plan de gestion de données à la demande d'éthique. Il y a du pour et du contre parce que ce n'est pas tous les projets de recherche qui nécessitent une demande d'éthique. Mais par contre, quand vous avez une demande d'éthique, ça devient intéressant d'avoir un lien entre les deux. L'ordre aussi dans lequel on fait ça peut être inversé, c'est-à-dire qu'un chercheur va faire uniquement une demande d'éthique si le projet a été financé. Il est financé si on a déposé la demande avec le PGD. Mais si à l'intérieur d'un système, on a déjà rempli de l'information, ça permet de transférer l'information dans les sections correspondantes. Donc oui, c'est quelque chose, moi, qui me parle et que je vise le plus possible. Donc, simplifier, dans le fond, les formulaires internes pour les chercheurs et chercheuses. Je pense que c'est la meilleure façon de les rallier. Les craintes qu'on voit beaucoup actuellement, et avec raison, c'est pas un autre formulaire, pas encore des exigences, puis pas d'aide pour nous. C'est des craintes qui sont tout à fait légitimes. Puis je pense que c'est notre travail de pallier ou de répondre à ces craintes-là le plus possible. Donc, notamment, si on pouvait simplifier les formulaires internes dans les universités, ça aiderait un tout petit peu. Sans même aller tomber dans le CV commun canadien, qui est une autre. Ah oui. Parfait, merci beaucoup. Merci beaucoup, Victoria. Donc, Marie-Ève qui dit que c'est un gros défi de trouver des mécanismes pour éviter les redites pour les chercheurs à l'interne, effectivement. L'approche service-conseil, aider le plus possible, passer par les services à la recherche, passer par des formations. Je veux dire, c'est tout ça en même temps et tout ça, c'est une job à temps plein. Donc, je pense que le plus de gens on va avoir qui vont travailler dans le milieu, le plus simple, ça va être pour tout le monde. La communauté de la gestion des données de recherche, c'est une communauté qui partage beaucoup. En fait, la communauté des bibliothèques, c'est une communauté qui partage beaucoup d'informations. On a cette pratique-là. Ce qui déstabilise beaucoup d'autres services dans les universités. Et c'est très heureux que ça le fasse. Mais je pense que c'est justement en partageant qu'on va tous y arriver. Donc, nous sommes presque à l'heure. Alors, je pense que c'est un bon temps de finir. Merci encore, Jonathan, et merci à tous et à toutes pour votre présence aujourd'hui. Nous avons un lien dans la fonction de clavardage pour notre sondage. Nous aimerions connaître votre avis par rapport à ce webinaire. Notre prochain webinaire sera demain avec Jonathan encore. En anglais. En anglais. Si vous l'avez, si vous voulez le revoir en anglais. Deux expériences. C'est ça. Vas-y. No, go ahead.
J'allais dire, il y a un autre... non, il y a un webinaire la semaine prochaine aussi. Oui, c'est le webinaire sur schema.org for Research Data Managers. Un peu dans les weeds, mais néanmoins très intéressant. Oui. Et il y aura un appel communautaire le 22 janvier. Oui, sur les questions de préservation et d'évaluation des documents aux fins de préservation. Donc, c'est un appel communautaire qui va être bilingue. Moi, je vais m'occuper de la partie francophone et on va avoir d'autres modérateurs qui vont s'occuper de la partie anglophone. Donc, si vous avez une expérience pratique, si vous avez des besoins, si vous avez des interrogations sur les questions de sélection de documents pour la préservation, vous pouvez vous présenter. On a des questions. Ça va être plus une discussion qu'une présentation. Donc, on essaie de trouver des pistes de solutions. Et je pense que nous avons couvert tous les bases pour les prochaines semaines. Oui. Merci encore, Jonathan, et merci à tous, et à bientôt. Bonne journée et bonne année aussi. Oui. Bonne année, on va finir avec ça. Merci beaucoup de votre attention et bonne année. Merci. Au revoir.